On va enchaîner du coup avec la deuxième présentation de la session. Jean-Marie Bataille, qui va nous parler des liens entre cognition et processus d'apprentissage en neurofeedback dans la dépression. Et pour présenter Jean-Marie, donc tu es psychiatre au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Et donc tu termines ta thèse de doctorat dans l'équipe d'accueil noyau gris centraux, comportement et noyaux gris centraux, et puis dans l'unité INSERM visage à Rennes. Merci Anatole. Rebonjour à tous. Je suis le clinicien de la journée, enfin en tout cas des séances plénières. Il y aura d'autres cliniciens sur la table ronde. Je vous propose de réfléchir. Vous allez voir qu'au cours de cette présentation, je vais soulever beaucoup plus de questions que apporter des éléments de réponse. Et l'idée, c'est de lancer un peu les débats et les réflexions autour des applications cliniques que l'on peut trouver dans le neurofeedback. J'ai choisi la dépression, parce que la dépression, c'est une maladie très fréquente, bien évidemment, qui touche énormément de sujets au travers le monde, et qui a une particularité, c'est qu'elle occasionne un handicap extrêmement important, et un handicap sur le plan professionnel, mais aussi personnel, familial. Et cet handicap, il est quand même principalement conditionné par l'atteinte des cognitions. Or, les cognitions, on en a besoin pour faire du neurofeedback, et ça pose question justement dans la réalisation de nos protocoles, dans la mesure où, et c'était l'objectif de la première journée de neurofeedback, d'essayer de montrer qu'on pouvait démontrer que le neurofeedback était une technique thérapeutique qui répond aux critères de l'evidence-based medicine. Et à partir de ce moment-là, il faut quand même qu'on puisse réfléchir sur ce qu'on attend du neurofeedback chez nos patients et quelles sont les conséquences chez des patients qui ont des déficits cognitifs. Alors je me suis permis cette petite diapo, alors vous ne voyez pas très bien, mais je pourrais vous donner la référence, hein, c'est le référentiel national que l'on propose aux étudiants. Étant donné qu'il n'y a pas que des cliniciens dans cette salle, hein, je vous propose un rappel des critères diagnostiques de l'épisode dépressif caractérisé, qui répond finalement à la présence d'au moins deux symptômes cardinaux qui sont la tristesse de l'humeur et l'anédonie, hein, l'absence de plaisir, pendant une durée d'au moins 2 semaines. Vous allez dire que c'est quand même assez arbitraire, mais ce sont les critères sur lesquels nous nous basons pour faire le diagnostic d'épisode dépressif. Associé à ces critères cardinaux, un cortège de symptômes, dont certains d'entre eux représentent des troubles cognitifs, notamment les troubles de la concentration, les troubles de l'attention, plus d'autres types de cognitions, et je vais intégrer volontairement ces cognitions, mais les idéations suicidaires, les ruminations anxieuses, qui sont quand même des processus cognitifs émotionnels certes, mais des processus cognitifs. Et donc, on constate que les cognitions ont une place centrale dans le corps évolutif de la dépression. Les cognitions telles qu'on l'entend sont représentées par les capacités à penser, à se concentrer, à prendre des décisions. On sait que les déficits cognitifs sont des déterminants importants dans le cours évolutif de la maladie, et comme je vous l'ai dit en introduction, vont avoir un impact franc au niveau justement de l'évolution sur le domaine psychosocial, aussi sur le domaine professionnel, et vont engendrer un handicap franc. Certes, il y a les antidépresseurs. Les antidépresseurs, pour certains d'entre eux, et ceux de nouvelle génération, sont intéressants et peuvent, pour certains, aider à récupérer un certain nombre de fonctions cognitives. Certains effets secondaires aussi peuvent en engendrer. Et donc, il est conseillé de aussi utiliser ce qu'on appelle les interventions psychosociales, les thérapies cognitives et comportementales, et puis donc l'exercice physique, l'hygiène de sommeil, et puis le travail sur la neuromodulation. Donc, on sent que la notion de neuromodulation derrière ces processus cognitifs émerge, et il est intéressant de s'y pencher via le neurofeedback, à mon sens. Une méta-analyse assez récente a montré que ces processus cognitifs, ces déficits cognitifs, sont présents dès le début de la maladie. Ils intéressent un certain nombre de domaines des cognitions, la vitesse de traitement, l'attention, l'apprentissage visuel, la mémoire, et beaucoup d'aspects des fonctions exécutives. Certaines altérations sont spécifiques de l'état dépressif, la vitesse le ralentissement, la mémoire,
mais peuvent aussi être considérés comme étant des marqueurs traits, c'est-à-dire qu'ils peuvent préexister à l'état dépressif et aussi exister de façon résiduelle, et je pense notamment aux troubles attentionnels et aux fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ça concerne la planification, l'organisation et le passage à l'action, de façon un peu résumée. On sait qu'une autre revue de la littérature concernant les dysfonctionnements cognitifs dans la dépression, les cognitions les plus perturbées sont les troubles de la concentration et l'indécision, la difficulté à prendre des décisions, et ça a un impact bien évidemment sur la récupération de l'épisode. Les troubles de la mémoire et de la prise de décision sont présentes, comme je vous l'ai dit, dès le début de la maladie, mais aussi de façon résiduelle. Et ça va obérer finalement la stabilité et la prévention des potentielles rechutes, puisque la dépression a une fâcheuse tendance à être récurrente. Et on sait aussi également que ces anomalies sont associées à des anomalies structurales de l'hippocampe et du cortex préfrontal, structures hautement impliquées bien évidemment dans les processus cognitifs. Et donc ça a amené certains auteurs, oula, je suis désolé, la référence je pourrais vous la donner, mais elle est c'est Reiner et collaborateurs dans un article de revue publié récemment dans Neuroscience and Biobehavioral Reviews, qui propose en fait un modèle neurocognitif de la dépression, et que je trouve assez intéressant, puisqu'il intègre justement cette notion de cognition au sens froid du terme, je n'aime pas trop puisque ça dichotomise les fonctions exécutives, et les cognitions plus sociales, les cognitions plus chaudes, émotionnelles. Elle propose un réseau de la mémoire autobiographique qui fait référence, en état par exemple de repos, à ce qu'on appelle le Default Mode Network, et qui supporte les processus cognitifs centrés sur soi-même, avec la mémoire autobiographique, la conscience autonoétique, les cognitions sociales, la notion de rêverie et l'introspection. Et contrebalancé avec ce système-là, le système de contrôle cognitif, qui lui est impliqué dans les capacités, dans les habilités à mettre en place des tâches orientées vers un but, et donc sollicitant la mémoire de travail, l'attention sélective, la capacité à switcher, la flexibilité mentale, l'attention soutenue. Et donc elle propose donc, un état qui va d'équilibre en fait, et on parlait d'homéostasie, et je trouve qu'effectivement ce terme d'homéostasie à l'échelle de la neuroplasticité, mais je pense qu'on peut aussi la décliner à l'échelle plus macroscopique, avec chez les sujets sains une hyperactivation du contrôle cognitif qui va venir en fait contrôler, supprimer l'activation de certains systèmes affectifs avec l'amygdale, le cortex singulaire antérieur subgénual, et désactiver ce réseau de la mémoire autobiographique impliquant le cortex singulaire antérieur rostral, postérieur, le précuneus, le cortex préfrontal, dans sa partie orbitoféminiale. Et chez le sujet déprimé, finalement, il y a une rupture de cet équilibre, avec donc une désactivation du contrôle cognitif, la perte du contrôle cognitif, à la faveur d'un embrasement plus émotionnel et une activation du réseau affectif et une hyperactivation de ce système introspectif. Il y a une hyper-introspection teintée d'émotions négatives chez le patient qui souffre d'un état dépressif. Et donc cette désactivation du contrôle cognitif est caractérisée par des perturbations des capacités à exercer des tâches orientées vers l'extérieur, avec une activation des introspections, des ruminations centrées sur soi-même. Et donc, je trouve que ce concept-là permet de rendre compte effectivement qu'il existe une perturbation d'un équilibre neurocognitif d'allure un peu homéostatique, et je reprends ce terme d'homéostasie qui a été apporté par Jacobet et collaborateurs, l'équipe de Mayberg, parlant effectivement de cette perturbation cortico-sous-corticale à la faveur d'un embrasement plutôt des régions limbiques et d'une hypoactivité, d'un hypofonctionnement des régions plus cognitives. Et ça amène finalement à réfléchir à la dépression et aux symptômes cognitifs. Je trouve que c'est une dimension au sens de
là où on en est, nous, un peu dans la nosologie, dans la réflexion de la nosologie en psychiatrie, c'est-à-dire à avoir une approche beaucoup plus dimensionnelle, au sens RDoC du terme, avec cette dimension cognitive qui est caractérisée par une atteinte donc de la mémoire, la récupération de la mémoire épisodique, avec une remémoration plus importante des souvenirs négatifs. Hein. On a tendance à broyer du noir lorsqu'on est déprimé, à se focaliser sur les souvenirs négatifs et à voir même presque oublier certains souvenirs positifs. Et avec des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, la difficulté à prendre des décisions, des cognitions plus émotionnelles, des ruminations, la notion de culpabilité. Correspondant à cette symptomatologie, un réseau neurocognitif que je vous ai présenté, avec une augmentation du réseau de la mémoire autobiographique et qui vient supplanter, désactiver ce fameux réseau de contrôle cognitif. Des corrélats moléculaires, et notamment le polymorphisme du gène court transporteur de la sérotonine, et puis un impact fonctionnel que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça m'amène donc à cette problématique de la prise en charge de la dépression. On est actuellement dans le champ de la psychiatrie. On éprouve un besoin effectivement d'apporter des thérapeutiques innovantes dans la dépression. On sait que les antidépresseurs ont permis quand même d'améliorer considérablement les patients depuis leur avènement à la fin des années 50. En revanche, ça reste insuffisant. Les patients sont insuffisamment stabilisés, aux alentours de 60% d'entre eux. On a des chiffres un peu équivalents avec la psychothérapie. Et donc, le neurofeedback représente quand même une alternative à cette prise en charge. Pas forcément de façon exclusive, hein. L'idée c'est d'être complémentaire, mais on a la nécessité quand même de valider cette technique-là au sens de l'evidence-based medicine, comme je vous en ai parlé. Les troubles cognitifs sont centraux dans la dépression, et donc il est légitime quand même de se poser cette question, de savoir quelles vont être les conséquences de ces troubles cognitifs sur les capacités d'apprentissage du neurofeedback. Et donc quels sont les liens entre ces cognitions, l'apprentissage et l'efficacité. Puisque si on souhaite démontrer, en tout cas tester l'efficacité du neurofeedback dans le cadre de la dépression, il faut sans doute qu'on puisse aussi s'interroger sur les particularités, notamment au sens cognitif du terme. Alors je reprends là donc un article que le groupe Next a publié dans l'Encéphale le mois dernier, reprenant finalement l'ensemble des communications qu'on a eu la chance d'avoir durant la première journée. Et là, c'est une communication de François, de François Vialat, qui nous a présenté les travaux de son équipe autour justement de l'apprentissage et des processus cognitifs impliqués dans l'apprentissage. Je vais rester assez schématique, je vais essayer de pas trahir ta pensée, François. 5 processus impliqués dans l'apprentissage du neurofeedback, c'est de la capacité d'apprentissage du sujet, la perceptibilité, donc c'est comment le patient est en capacité de percevoir ce paramètre d'intérêt, la notion de maîtrise, donc la maîtrise qui est caractérisée par le gain progressif de contrôle après chaque session. Bien évidemment la motivation, alors j'en parle un peu moins aujourd'hui, mais la motivation est considérablement impliquée et a fortiori chez les patients déprimés. Et l'autonomie, c'est la capacité justement d'atteindre une certaine forme d'indépendance par rapport au neurofeedback, de façon à pouvoir réguler de façon autonome le signal cérébral cible. Et donc, François et son équipe, dans un article publié aussi dans Neuroscience and Biobehavioral Reviews, a proposé cette théorie d'apprentissage du neurofeedback avec un processus double. Donc l'objectif, c'est la discrimination et la self-maintenance. C'est-à-dire que la capacité de self-maintenance, c'est cette capacité d'agir sur la variable cérébrale cible dans le sens qu'on le souhaite.
Et la capacité de discrimination, c'est la capacité qu'aura le patient à ressentir, à percevoir qu'il agit sur cette variable-là. Et donc, plusieurs types de feedback peuvent être utilisés. Un feedback explicite, c'est-à-dire un contact direct avec le signal cérébral, une jauge, ou alors un feedback beaucoup plus implicite, qui, par exemple, pourra être caractérisé par un changement de l'environnement dans lequel évolue la tâche, hein, dans laquelle évolue le patient, comme par exemple une complexification, ou en tout cas une augmentation de la difficulté de la tâche, qui va être corrélée à l'amélioration, en tout cas au fur et à mesure que le patient va atteindre cette cible cérébrale. Et donc du coup c'est un feedback indirect du signal cérébral. C'était cette théorie, donc selon un mécanisme bottom-up ou plus top-down, et tout ça, ça va venir solliciter des processus cognitifs clés comme la mémoire de travail, mais aussi l'attention volontaire, la notion d'inhibition d'un certain nombre de perturbateurs potentiels, la capacité, enfin tout ce qui est flexibilité mentale et l'attention soutenue. Là, c'est de façon un petit peu plus complexe, et je ne vais pas rentrer dans les détails, François pourra beaucoup mieux vous le décrire, mais tous les processus cognitifs qui peuvent être impliqués avec la mémoire de travail un peu au centre, et ces processus de haut niveau qui sont nécessaires, et qu'il est nécessaire d'avoir de façon intègre pour réaliser un apprentissage de qualité en neurofeedback. Et on voit qu'à plusieurs étages, finalement, les patients souffrant de dépression peuvent avoir des difficultés à atteindre notre objectif. Qu'est-ce qu'on sait en fait du neurofeedback actuel dans le cadre de la dépression? Les premières études qui se sont intéressées à la dépression reposaient sur la théorie de l'asymétrie préfrontale de la dépression de Davidson, qui postule qu'il existe dans le cadre des émotions positives une asymétrie de l'onde alpha au profit du lobe frontal gauche par rapport au droit, alors que les émotions négatives étaient plutôt caractérisées par un inversement de cette asymétrie. Et donc l'objectif, il décrit l'asymétrie de l'activité alpha comme étant un état de vulnérabilité, et qu'il était lié à un certain nombre de symptômes liés à la dépression. Et donc, l'objectif qui est fixé, ce marqueur électroencéphalographique EEG proposé par Davidson, est donc de réguler, de retrouver finalement une asymétrie inverse. Un certain nombre d'études se sont intéressées justement au contrôle de l'activité de l'EEG corticale par neurofeedback. Ces données ont été répliquées principalement sur les ondes alpha, avec plusieurs modalités de feedback, et on sait, dans ce papier de Peters et collaborateurs, que les sujets, ça se fait chez des sujets sains, sont en capacité effectivement de réguler leur activité alpha. Dans le cadre de la dépression, les résultats sont un petit peu plus, sont un peu moins francs. Beaucoup de projets n'ont pas réussi à montrer une efficacité sur les scores émotionnels sur les sujets sains, mais aussi chez les sujets déprimés, avec des résultats qui sont très divergents, qui sont négatifs pour l'étude des Scolano, positifs pour d'autres, et des patients déprimés tout le temps, ou alors des patients déprimés résistants qui s'entraînaient sur les ondes bêta. Par contre, les résultats sont peut-être un peu plus intéressants sur l'amélioration d'un certain nombre de processus cognitifs, notamment la mémoire de travail et la vitesse d'exécution. Une étude plus récente, parue dans Neuroimage, qui montrait que effectivement, les patients des sujets sains, randomisés en deux groupes, avec un neurofeedback, un travail sur les ondes alpha et un neurofeedback sham, montraient que les patients du groupe actif, pas les patients, les sujets sains, excusez-moi, étaient en capacité effectivement de contrôler les ondes alpha, et tout ça s'était associé avec une amélioration de la mémoire épisodique ainsi que la mémoire de travail. Donc, on se dit que finalement les patients ont des déficits cognitifs, mais peut-être ça peut être une piste intéressante de traitement notamment. Lorsqu'on s'intéresse au niveau de preuve avec la modalité IRM fonctionnelle,
quelques études, hein, je n'ai pas été exhaustif, mais quelques études un peu princeps qui se sont intéressées notamment à travailler l'activité en IRM fonctionnelle en bold de l'amygdale, ont pu montrer dans des petites cohortes, finalement, qu'il y avait à la fois les patients étaient en capacité de réguler leur activité amygdalienne, et tout ceci était corrélé avec une amélioration, notamment, justement, au niveau des scores émotionnels. Il n'y avait pas, à ma connaissance, dans ces études-là, et dans les autres, en IRM fonctionnel, de tests sur les processus cognitifs. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de s'intéresser à d'autres processus cognitifs, type la mémoire de travail, attention, processus attentionnel ou fonction exécutive. Une autre étude de l'équipe de David Linden a pu montrer avec une autre technique, mais avec l'utilisation d'un localiseur fonctionnel s'intéressant à des régions là aussi émotionnelles chez 8 patients déprimés, donc là c'était et 8 patients contrôle. C'est une étude un peu proof concept qui montrait une amélioration de la symptomatologie en entraînant les régions plutôt émotionnelles. Alors au final, quel serait le neurofeedback idéal dans la dépression? Eh bien, il pourrait être intéressant effectivement d'essayer de passer de cet état que je vous ai décrit tout à l'heure, avec une hyperactivité, un hypercontrôle du réseau de la mémoire autobiographique, et de façon à restaurer cet équilibre homéostatique. Et donc l'idée serait, par le biais d'une technique de neurofeedback, de désengager les processus cognitifs émotionnels de l'AMN, de renforcer les processus cognitifs orientés vers des stimuli externes et de renforcer également la mémoire de travail qui est assez centrale dans ce travail-là. Et donc on voit bien en fait que d'un point de vue neurocognitif, si on approche les choses de cette façon, l'idée serait finalement à la fois d'entraîner les régions plus émotionnelles, plus limbiques, mais aussi d'essayer de relancer, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le décrire, de relancer, de réactiver, de renforcer l'activité de ces régions plus frontales, corticales, améliorant le contrôle cognitif. Et donc je vais terminer sur ces travaux que vous a déjà présenté Lorraine, et c'est un petit peu l'objectif de nos travaux qu'on va mener à Rennes. Elle vous a présenté donc les premiers résultats pour l'IRM, le neurofeedback hybride, bimodal, avec l'IRM fonctionnel et l'électroencéphale et l'EEG. Et donc, Zotev a pu montrer effectivement que l'entraînement, alors en comparant deux groupes de patients, 13 patients souffrant de dépression et 11 contrôles, sur le design que vous avez décrit Lorraine tout à l'heure, l'entraînement en fait de l'activité amygdalienne avait aussi un effet sur cette asymétrie préfrontale. Et donc on voit bien que ces deux régions sont intimement liées. On est en capacité finalement d'avoir des marqueurs d'efficacité sur ces deux pôles-là. Et donc l'intérêt, la perspective, la suite de tout ça serait de effectivement proposer aux patients, et ça va être l'objectif de notre projet d'IRM fonctionnel, enfin de neurofeedback hybride couplé IRM fonctionnel et EEG chez les patients souffrant de dépression. Projet pour lequel nous avons reçu une bourse de la Fondation de Necker. Et donc on va pouvoir inclure les premiers patients d'abord dans une étude de faisabilité, une étude pilote, s'assurer qu'ils sont effectivement en capacité de réaliser cette tâche. Donc je vais terminer là et je vais conclure en insistant effectivement sur les cognitions, les troubles cognitifs dans la dépression, qui ont un impact quand même très très franc dans le quotidien des patients, et je pense que c'est une porte d'entrée intéressante à proposer à nos patients souffrant de troubles dépressifs. Malheureusement, il existe des déficits qui intéressent des fonctions essentielles et qui sont, à mon avis, centrales dans la qualité de l'apprentissage en neurofeedback. Et il faut sans doute qu'on réfléchisse à la qualité de nos études et au profil cognitif de nos patients. Je ne pense pas que le proposer aux patients tout venant déprimés, avec l'hétérogénéité des troubles dépressifs que l'on a dans notre filière active, dans notre file active, pardon, je ne pense pas que ça va nous permettre de répondre à la question de est-ce que le neurofeedback est efficace dans la dépression. Je pense qu'il faut d'ores et déjà qu'on se pose la question de l'indication, et avec en sous-jacent le profil cognitif des patients. Donc les perspectives, c'est bien évidemment, du coup, un peu à l'instar de ce que je viens de vous dire,
de se diriger vers une médecine personnalisée en respectant les profils cognitifs et en soulignant effectivement l'intérêt du neurofeedback bimodal qui colle à ces hypothèses physiopathologiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Deux questions. La première sur les effectifs de ces études. Pourquoi on en reste à de si faibles effectifs, c'est-à-dire du proof of concept, et pourquoi on n'est pas passé à la démonstration clinique avec des effectifs qui sont plus importants? J'ai pas la question de méthodologie, ça va assez avancé pour le permettre. La deuxième chose, c'est sur ce que tu décris à la fin, il va falloir discriminer quels patients peuvent en bénéficier. Ça rappelle la question plus générale de l'intérêt des psychothérapies dans la dépression. Alors, je sais bien que ça a été un peu discuté dans un JAMA Psychiatrie récemment, mais on reste quand même sur l'idée que le tréfonds de la dépression sur une intensité modérée à sévère, c'est pas l'indication. Et quand on tente ce type d'approche, y compris aidé en neurofeedback, on a l'impression qu'on n'est pas très loin de ce que les proches essayent de dire à leurs patients, ce qu'on appelle le syndrome orangina, secoue-toi, ce qui ne sert à rien et même aggrave les choses. Donc je me demande quand même dans la population cible si c'est vraiment les patients déprimés, parce que quand on prend des mois déprimés, on n'est jamais sûr qu'ils soient vraiment déprimés, ou si c'est pas plutôt les patients déprimés en rémission ou proches de la rémission. Merci Raphaël pour ces questions. Alors pour répondre à ta première question, effectivement, je pense que c'est pour des raisons principalement méthodologiques et souvent ce qui est rapporté, c'est la difficulté à réfléchir au groupe contrôle et à la notion de placebo. Et que pour le moment, le neurofeedback là, connaît une renaissance et avec cette volonté de véritablement valider les choses d'un point de vue méthodologique. Et auparavant, on a eu jusqu'à présent que certaines études des proof concept, puisque les réflexions méthodologiques autour de la notion de placebo, c'est un peu le même problème d'ailleurs des groupes placebo pour la psychothérapie. C'est la raison pour laquelle c'est difficile de faire des essais de plus grande ampleur, valider un groupe placebo de très bonne qualité, et je pense que c'est les réflexions qu'on peut avoir avec nos collègues des BCI ou de la psychologie cognitive, c'est savoir comment est-ce qu'on va pouvoir être en mesure de proposer un placebo de très bonne qualité. Je pense que cette question-là, elle est vraiment centrale dans l'élaboration de protocoles beaucoup plus conséquents, à mon avis. Donc c'est vraiment une problématique méthodologique. Pour la deuxième question, en effet, il semble que des patients qui ont une sévérité, une intensité dépressive, une charge émotionnelle trop importante, en effet, on ne va pas être en capacité, à mon avis, de proposer une thérapeutique de neurofeedback dans la mesure où ils vont être tellement aux prises de leur rumination que les processus attentionnels tellement altérés qu'on ne sera pas en mesure de leur proposer ça. A l'inverse, et c'est là où la fenêtre un petit peu d'indication me paraît assez restreinte, je pense que si on prend des patients qui sont émotionnellement trop éteints, entre guillemets, trop apathiques, on sait que les patients trop apathiques vont avoir des difficultés un peu introspectives et notamment à s'approprier cette notion implicite, cette notion de self-maintenance, c'est-à-dire cette capacité de ressentir qu'ils sont en train de mobiliser leur état interne et de retrouver en fait cet état mental et de le répliquer à distance de la séance de neurofeedback. C'est toute la question de la maintenance, de la rémanence de l'effet, on le voit dans un certain nombre de protocoles. Et je pense que c'est ce que tu décris comme étant des patients en rémission, peut-être avec des symptômes résiduels dont il faut qu'on cible bien en fait la qualité, ça me semble être la cible. Et on pourra démontrer l'efficacité du neurofeedback chez ce type de patients. Je pense notamment aux patients qui sont suivis, par exemple en TMS chez nous, qui font des TMS de maintenance. Et c'est vrai que d'un point de vue résiduel, ils sont quand même beaucoup mieux d'un point de vue de leur symptomatologie globale, mais il persiste quand même un certain nombre de troubles cognitifs. Oui, je suis médecin, je travaille avec Paris Descartes en psychotrauma,
Et donc, vous parlez de feedback, mais il faut penser que nous sommes entourés de personnes, et Philippe Renaud, que je cite et que je connais, dit qu'en fait, on va mal, quelqu'un va mal, parce qu'il y a un pervers dans l'entourage. Donc, il envoie, et la façon dont on donne vaut mieux que ce qu'on donne. Le placebo, en fait, agit, parce que quand vous êtes dans une fréquence de synchronicité avec l'autre, vous allez bien, mais quand le pervers est contre le rythme physiologique, je travaille aussi avec des neurologues, on enregistre toutes les données. Voilà, c'est des questions essentielles. Le psychotrauma est quelque chose qui est très peu connu et qui en fait explique les dépressions, les délires, etc., qui sont que le fait de l'entourage. Je vous remercie de votre commentaire. Pour y répondre très brièvement, une façon d'y répondre, c'est la question de l'homéostasie. Hein. C'est qu'effectivement, on est tous entourés de pervers, dans cette salle, mais néanmoins, j'en suis sûrement un. Néanmoins, je pense que c'est... Non mais ça fait écho, vous avez raison, mais ça fait écho à quelque chose, c'est à la capacité de résilience, c'est sa capacité à faire face à son environnement. Et faire face à son environnement, ça sous-entend effectivement d'être en capacité, en pleine maîtrise de ses capacités cognitives et émotionnelles. Alors on pourra continuer la discussion pendant la pause. Je voudrais juste qu'on ait le temps de prendre une dernière question, il faut lever la main. Puis après, vous pourrez continuer avec Jean-Marie pendant la pause. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je suis psychiatre spécialiste du neurobiofeedback, donc j'ai peut-être dire une grosse bêtise. Je travaille plutôt sur les mécanismes du stress chronique d'un point de vue neurobiologique. Et la question que je me pose, c'est indépendamment de la cible qu'on veut entraîner, on sait qu'il y a des marqueurs neurobiologiques, on va dire, de l'état de stress chronique. Je pense à la métabolisme du tryptophane ou au radicaux libres. Et est-ce que ça ne peut pas être utilisé comme des indicateurs, finalement, de réponse ou de tendance à un apprentissage possible qui permettrait finalement de dire ce sujet est réceptif ou est mobilisable parce qu'on veut lui faire apprendre. Et c'est pas des dosages très compliqués, enfin comme même le BDNF, on s'est associé aux symptômes, pas pathognomoniques. Alors, oui, bien sûr, je vous remercie de votre proposition, je suis tout à fait preneur. C'est vrai qu'on est, on est en recherche, et sans doute François en parlera, alors on parlera pas sur les aspects biologiques, mais sur les aspects EEG. On est en recherche finalement de marqueurs. Alors on réfléchit sur des aspects cliniques, hein, mon approche était très clinique, mais on est aussi, ça pourrait être très intéressant d'avoir des marqueurs biologiques, cliniques, neuropsychologiques, en imagerie, hein, des marqueurs fonctionnels, qui nous permettraient de prédire à la fois des patients qui vont être répondeurs au neurofeedback. Et sur cette question-là de stress chronique, je pense qu'elle est quand même assez centrale dans la notion de résistance au traitement, hein, dans la dépression, et que, en effet, sur ces capacités, ça fait un peu écho d'ailleurs à la résilience, hein, dont je parlais, hein, la résilience au sens neurobiologique du terme, hein, cette capacité à faire face et à inverser, c'est quand même en lien intime avec les processus inflammatoires, mais enfin bon, on risque de digresser quand même beaucoup là pendant. Mais effectivement, c'est très important d'augmenter notre palette qui nous permettra au maximum de prédire les éléments de réponse. Mais voilà, après il y a la question de la spécificité.